Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bienvenue à toutes et à tous. Le sommaire. C'est un maillon incontournable de la médecine, mais qui n'est pas très en vogue au Bénin, la radiologie ou la science médicale, qui utilise les rayons X à des fins diagnostiques et thérapeutiques. La cohabitation entre humains et animaux est une pratique très courante dans nos sociétés, une proximité qui peut avoir des conséquences sur la santé. Explication d'un vétérinaire à suivre. Et puis on parlera des chips de banane, encore appelés ahahué, que les Béninois consomment sous diverses formes sans chercher à en connaître l'origine. Nous avons creusé la question pour vous. On parle médecine, notamment de cette technologie particulièrement utile pour l'examen des poumons, des os et pour l'identification et la localisation des corps étrangers. En sciences de la santé, on l'appelle la radiologie. C'est une technique d'imagerie médicale qui se sert des rayons X à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. État des lieux de cette technologie au Bénin, c'est dans ce reportage. Immersion dans l'univers des radiologues, ici au Centre autonome de radiologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Aux commandes, Bertin Baguidi et sa collaboratrice, une patiente venue pour un examen de mammographie. Cette dame a été référée ici pour un examen du sein. Donc nous sommes là en train de lui faire la mammographie de face. Donc envie de diagnostiquer s'il y a une lésion. Ce n'est pas seulement le cancer, mais s'il y a une lésion liée à ce que le médecin recherche. Et c'est un appareil numérique qui permet de faire de la radio et en même temps est relié à un système de traitement. Ce centre reste la pépinière en matière de radiologie au Bénin. Il a vu passer plusieurs spécialistes. Si Bertin Baguidi s'est fait former dans ce centre et en est aujourd'hui le chef, il note quelques avancées. Ici, nous sommes dans le secteur du traitement des images. Après l'acquisition, donc après la réalisation des images, les images sont envoyées ici, sur cet écran, et on fait le traitement. Et on peut les référer à un médecin qui est à Cotonou, à Banikwara, en France. On appelle ça la téléradiologie. Et en temps, il fallait faire beaucoup de temps. Le malade, on lui dit revient 2 jours, revient 3 jours. Le centre dont il a la charge est aujourd'hui le premier sur 2 à faire de la téléradiologie au Bénin. Julien Dossou, quant à lui, est de la première promotion des enseignants radiologues du Bénin formés dans ce centre. Pour lui, en matière d'avancée, le Bénin n'est plus à la même étape qu'hier. Il y va à son rythme, quoi qu'il soit à tâtons. Moi, je crois qu'il y a d'avancées notoires, d'autant plus qu'il y a des choses que nous faisons maintenant qu'on ne faisait pas. L'exemple de ces choses-là, c'est qu'on peut faire la dosimétrie biologique. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire la thérapie. Hormis la radiothérapie, bien d'autres choses restent à faire pour que le Bénin se mette au pas des avancées dans le secteur. On fait de l'imagerie qu'on appelle l'imagerie des ganglions sentinelles. En France, les gens le font. Et ça permet de prévoir déjà, à partir de 3 mois, si vous allez faire un cancer au niveau du sein, si vous allez faire un cancer au niveau du gros intestin, ainsi de suite. L'imagerie des ganglions sentinelles est du domaine de la médecine nucléaire. Il nous faut améliorer nos moyens de diagnostic en imagerie. En faisant quoi? En utilisant aujourd'hui des appareils de pointe. Que le Bénin se mette au pas face à une avancée fulgurante de la technologie et surtout de l'intelligence artificielle reste un souhait que nourrissent les précurseurs de la radiologie au Bénin. La cohabitation entre les hommes et les animaux est une pratique courante dans nos sociétés. Fidèles compagnons, ils font même partie intégrante de certaines familles. Mais ce rapprochement entre les humains et certaines espèces animales n'est pas sans conséquences. Au-delà des allergies, certaines maladies peuvent se transmettre de part et d'autre. Heureusement, des recherches s'intéressent aujourd'hui au traitement bio des parasites. Explication. Les animaux ne sont pas des ennemis de l'homme. Les animaux sont avant tout des compagnons
Je veux penser aux chiens, aux chats et aux oiseaux. Et plus loin, et de façon essentielle, les animaux sont une source alimentaire. Et ce sont eux qui fournissent les protéines, l'essentiel des protéines dont nous avons besoin dans notre nutrition. Et donc, a priori, on ne devrait pas considérer que les animaux sont une menace pour les humains. Mais il se trouve que nous avons une communauté d'agents pathogènes. Il y a vraiment risque lorsque on ne connaît pas les mesures à prendre pour se protéger contre certains parasites que nous avons en commun. Ce sont les risques sanitaires et il y a la science vétérinaire qui est fondée dans la mission de protection des humains qui doivent consommer des produits alimentaires d'origine animale. Et ces risques, si nous irons en détail, c'est que certains parasites peuvent se retrouver dans la viande, dans le lait ou dans le sang des animaux et à l'occasion de la consommation alimentaire de ces produits, de ces denrées d'origine animale, l'homme contracte ces parasites-là et peut donc développer des maladies parasitaires. Le contrôle de ces maladies relève de la compétence du vétérinaire pour ce qui concerne les animaux. Mais lorsque l'homme contracte la maladie, il sera pris en charge par les médecins. Et pour ce qui concerne donc la prise en charge des animaux souffrant de parasitose, eh bien, nous avons conventionnellement des médicaments appelés antiparasitaires. C'est des vermifuges, c'est des antiparasitaires communs qui sont sur le marché, mais dont l'efficacité est de plus en plus soumise à des controverses. Sur ce point d'ailleurs, l'université est très active en ce moment dans la recherche pour mettre à jour des médicaments à base de plantes qui soient à la fois efficaces et sans effets secondaires, donc sans innocuité, sans effets néfastes sur les animaux. Et sur la liste des mets très appréciés des Béninois, il y a les chips de banane communément appelés ahayoué. De délicieuses tranches de banane coupées en petits morceaux et qui ensuite sont frites et vendues sous forme de boules. Les Béninois en consomment souvent sans jamais se poser des questions sur son origine. Eh bien, le ahayoué, origine et préparation, c'est dans ce reportage. Communément appelé ahayoué, ce produit alimentaire fait à base de banane plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le ahayoué traditionnellement commençait sur la côte à la latitude de Anéro où nos grands-mamans pour gérer le stock des avaries faisaient le ahayoué. Et puis tout de suite d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le ahayoué existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du ahayoué, tout ça là, c'est toujours pour gérer le stock d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le ahayoué que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas. Et avec le ahayoué, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Ahayoué, on oublie normalement. Tu vois, n'est-ce bolé, n'est-ce délé, n'est-ce yamilé, et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le ahayoué, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre, bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc, je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le ahayoué est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne,
Le Arayue reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent. Et sur le plan international, aujourd'hui, il ne reste au monde que 2 espèces de rhinocéros blancs du Nord. Une mère et sa fille. Elles vivent dans une réserve au Kenya. Et alors que leur reproduction semblait impossible faute de mâles en vie, des scientifiques ont trouvé un moyen pour perpétuer la race. C'est la fécondation in vitro. Explication avec nos confrères de France 24. En général, ils se réveillent avec les premiers rayons du soleil. Et c'est à ce moment-là que leurs gardiens commencent leur journée de travail. Fatou, 20 ans, et Najine, 31 ans, sont les 2 derniers de leur sous-espèce, les rhinocéros blancs du Nord. J'aime être à côté d'eux quand le soleil se lève. C'est une journée magnifique, le soleil sur les rhinocéros comme ça. Et c'est bon en fait d'être avec elles. Ces 2 animaux ont leur gardien à temps plein aux petits soins. Un enclos de 700 hectares, rien que pour eux, dans cette réserve du nord du Kenya. Tout est fait pour que leur sous-espèce ne disparaisse pas. En 1960, on comptait encore 2000 rhinocéros blancs en Afrique. Décimés par les conflits et les braconniers, il n'en reste donc plus que 2. De temps en temps rejoints, comme ici, par un 3e rhinocéros d'une autre sous-espèce. Fatou, viens là. Fatou et Najine sont 2 femelles. Elles se trouvaient dans un zoo en République tchèque et ont été rapatriées en 2009, dans l'espoir de les faire se reproduire. Mais Soudan, le dernier mâle, est mort en 2018 sans qu'elles aient pu procréer. Je m'occupe des 2 derniers rhinocéros blancs du Nord dans le monde entier. Je passe beaucoup de temps avec elles, plus qu'avec ma propre famille. Mais toute cette attention ne suffira pas pour faire survivre cette sous-espèce. La logique voudrait que ces 2 dernières femelles n'aient pas de descendance. Mais voilà, un homme refuse cette fatalité. Samuel Moutiya est le conservateur de la réserve d'Olpejeta. À la mort du dernier mâle, il a commencé à rassembler des fonds et lancer une expérience sans précédent, la fécondation artificielle de rhinocéros. En août 2019, la première étape, la plus périlleuse, est lancée. Des techniciens et des scientifiques arrivent d'Europe pour prélever des ovocytes de Fatou et Najine, anesthésiés pour l'occasion. Bien, c'était un moment très stressant, évidemment. Tu n'as pas le droit de te rater. 10 ovocytes en tout ont pu être récupérés puis fécondés dans un laboratoire en Italie avec du sperme prélevé sur des mâles avant leur mort. 3 embryons ont ainsi été obtenus puis gelés en attendant de voir s'ils sont viables. Dans les années qui viennent, j'espère qu'on pourra introduire un des embryons qu'on a réussi à geler dans un des rhinocéros blancs du Sud que l'on a ici. Mais après ça, il y aura encore 18 mois de grossesse avant de peut-être avoir un bébé. Il y a au moins 2 ans avant que cela n'arrive. Et si ça arrive, on sera tellement heureux. Et même si un bébé venait au monde, il faudrait encore qu'il puisse à son tour se reproduire. Pour Samuel Moutiya, l'enjeu dépasse la simple survie des rhinocéros blancs du Nord. Dans la science, on dit que chaque animal a son rôle dans la chaîne alimentaire, qu'il contribue à sa façon. Quand on élimine une espèce totalement d'un écosystème, tu affaiblis la nature. Le processus est encore long, semé d'embûches, mais l'espoir est là. Un espoir qui justifie que Fatou et Najine soient aujourd'hui protégés. Les derniers représentants d'une espèce en sursis. C'est la fin de ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.